Eh ben si, on montre des parties génitales dans cette série en fin de compte. Ok, j'en parle rapidement de cette scène parce qu'il y a un tout petit truc qui m'a fait tiquer par rapport à ce moment-là, en dépit du fait que c'est une scène, la scène la plus superflue de l'épisode, très certainement. Donc, où on voit l'écuyer dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, qui a discuté avec Tyrion, et qui est donc un descendant d'une lignée qui a été plus ou moins exterminée, et maintenant il est tombé en disgrâce et il sert Stark. Et donc il est en train de se satisfaire avec sa prostituée préférée du bordel du coin, dont il avait parlé dans l'épisode précédent, hein, donc c'est bien, hein, vous prenez en compte ce qui est mis en place. C'est un truc que j'apprécie énormément dans cette série, on évoque des choses et elles sont remises sur le tapis plus tard, quoi. C'est le genre de choses qui fait que sur une série a quelque chose de très récompensant, de gratifiant. Enfin bref, alors qu'il fait son affaire, ils viennent de terminer leur petite affaire, et alors qu'ils se retirent, on a un plan complet de nos deux amoureux, et donc on voit leur partie génitale. Et ouais, c'est vraiment histoire de chercher la petite bête et parler de cul, parce que cette série me donne l'occasion de parler de cul, hein, alors j'en profite. Mais ouais, je sais pas pour vous, mais un homme en érection, il retombe pas en mode flip-flap en 3 secondes après le coït, hein. Ça prend un petit peu de temps pour retomber ce truc-là. Mais là, c'est genre, c'est comme s'il était pas excité du tout, vous voyez. Alors, bien entendu, c'est fait exprès, hein, il couchait pas pour de vrai, et on pouvait pas montrer un pénis en érection. Mais à ce niveau-là, pourquoi vous vous êtes fait chier à montrer un plan plus éloigné des deux personnages, si vous pouviez juste, je sais pas, faire un plan de leur buste et ça aurait suffi, quoi. C'est le détail à la con qui m'a fait un petit peu tiquer. Mais ouais, quoi, c'est une scène pour appuyer davantage la frustration de l'écuyer par rapport à sa conversation avec Tyrion dans l'épisode précédent. Mais ça me fait me dire, honnêtement, est-ce qu'il va y avoir un seul épisode sans qu'on montre une femme à poil, sans qu'on fasse allusion au cul? Parce que bon, j'ai compris que le marché du sexe, c'était quelque chose de très courant dans ce pays-là, et donc voilà, on le montre, mais j'ai le sentiment qu'il va pas y avoir un seul épisode sans qu'on montre une femme à poil en montrant ses seins ou son cul ou un truc comme ça. Et ouais, ouais, c'est sympathique, hein, pour moi, mais je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un seul épisode comme ça? Je vais guetter le moindre épisode où il n'y aura pas de moment cul, hein, parce que, sérieusement, je suis pas sûr qu'il y en ait un. Bref, maintenant que c'est dit, on va poursuivre un petit peu l'histoire, et ce qui rend cet épisode particulièrement marquant par rapport aux 3 précédents, qui sont très bons, hein, à nouveau je leur dis, et c'est que on va pas se centrer sur plusieurs situations parallèles, etc. Là, ça va vraiment être une histoire globale où les choses s'enchaînent et ont un lien, donc ça sera plus complexe à résumer. Déjà, c'est un petit peu plus problématique, et surtout, oui, on va pas passer du temps sur Daenerys ou sur Jon Snow. Voilà, ils sont dans leur coin, on sait pas ce qu'ils font, mais voilà, on va pas avoir les petits segments autour de ces personnages-là. Donc on va vraiment se centrer sur la famille Stark, leur conflit avec les Lannister, et la conspiration contre le roi. Il va y avoir beaucoup de moments comme ça. Et ça se poursuit donc avec le tournoi qui se poursuit. Hein, donc Lord Hugh est mort, hein, alors, Sir Hugh est mort, et donc ça fait une piste de moins pour Stark, pour Eddard, et qui donc se voit un petit peu obligé de suivre le reste du tournoi sans pouvoir aller beaucoup plus loin pour l'instant. On voit que le roi a un petit peu envie de participer à une joute, mais apparemment il n'ira pas plus loin. Ça montre une fois de plus le lien qu'il a avec Eddard. Hein, on voit que ce sont de vieux amis qui se connaissent de longtemps. Et donc Eddard qui peut se permettre d'être un peu franc avec lui par rapport au fait qu'il a pris du poids, etc. Et que c'est pas forcément une bonne chose pour lui de faire la joute. Et ça met un petit peu en avant le lien entre ces deux-là, tout en appuyant le mariage du roi Robert avec donc la reine.
je sais plus, la reine de la famille Lannister, c'était un mariage arrangé, c'était clairement pas un mariage par amour, et voilà, c'est une obligation qu'il a été obligé de suivre. Ça montre que les devoirs du roi, qu'un roi peut pas se permettre tout ce qu'il veut, etc. C'est intéressant parce que va y avoir un truc un petit peu en parallèle avec ça. En rapport avec la joute qui va suivre, donc pas avec le roi Robert, mais entre la montagne, c'est-à-dire le mec qui a tué Sir Hugh dans l'épisode précédent, à la fin de l'épisode précédent, et un nouveau chevalier qui s'appelle Loras, si je l'ai bien écrit, et qui a pour surnom Chevalier des Fleurs, parce que c'est un beau gosse, mais vraiment, gueule d'ange, etc. Et on voit assez rapidement qu'il a des penchants homosexuels. Hein, donc ça c'est un truc que j'apprécie. Vous voyez, il n'y a pas que pour les femmes à poil, il va y avoir un petit peu de trucs homosexuels aussi à ce niveau-là. Par rapport à un des conseillers du roi, il y aura toute une scène avec lui à un moment donné, comme quoi le conseiller en question, c'est quelqu'un de plus sage qui est apprécié par le peuple. Et selon lui, selon Loras, il pourrait être un très bon roi et succéder à Robert, parce que ce serait le 4e en lice. Hein, après lui, il y a son fils, il y en a 2 autres, etc. Donc il y aurait peut-être moyen pour qu'il soit le suivant. Et étant donné que c'est quelqu'un de juste et bon, il serait apprécié par les foules. Il y a quelque chose d'un petit peu naïf dans cette vision qu'il a de la chose. Loras par rapport au fait que oui, on pourrait faire un meilleur royaume autour de toi. Et je pense que ça se fera pas. Mais c'est bien de montrer un petit peu cette conception de la royauté, des devoirs royaux qui diffèrent un petit peu là. Il y a ce petit parallèle qui se fait que j'ai trouvé très intéressant. Enfin bref, on revient un petit peu au début avec la joute, où il arrive à battre rapidement la montagne grâce à sa dextérité. Et bien la montagne qui est une espèce de gros bourrin débile, semble-t-il. Il est pas content d'avoir perdu, donc il prend sa grosse épée de malade, quoi. Il bute son cheval, et il dit putain de merde, je vais buter l'autre mec aussi. Waouh! Et j'adore le fait que le roi mette beaucoup de temps à réagir. Il faut attendre que le limier, donc le frère de la montagne, c'est son surnom, hein, je pense pas que ce soit son vrai nom, intervienne pour l'empêcher de buter le chevalier. Et après, donc, le roi finira par dire « Ok, arrêtez, ça me suffit, hein. Je mets 5 minutes à réagir, mais maintenant que je réagis, arrêtez, j'en ai marre. Hein. Vous vous calmez maintenant. » Et donc, la montagne est un petit peu vénère, et je sais pas trop exactement si on va aller loin avec ce personnage ou pas, honnêtement. Je sais pas avec ce qui a été mis en avant à la fin de l'épisode avec Baelish qui raconte leur passé, je pense que oui, on va un petit peu insister là-dessus. Mais ouais, c'était un petit peu... wow, c'est un peu violent ce passage-là. Suite à ceci, après la fin du tournoi, notre héros Eddard continue d'enquêter sur la mort de Jon Arryn et finit par avoir une discussion avec un conseiller qui s'appelle Lord Varys. Énormément de personnages, je vous jure, j'ai beaucoup de mal à tous les retenir, hein. J'ai beaucoup de mal. Ils sont bien faits, quoi, les acteurs font bien passer le truc, mais il y a tellement de personnages, c'est difficile de tout retenir. Hein. Donc, un des conseillers, un eunuque, au passage, Lord Varys. Voilà, c'est l'histoire de dire, parce qu'on jouera un petit peu là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un de très sage, d'un peu concerné, qui lui fait part de certaines choses qu'il a su. Maintenant qu'il l'a vu un peu d'art à l'œuvre, il sent qu'on peut lui faire confiance. Il lui dit je sais que Jon Arryn a été tué par un poison qui s'appelle les larmes de lys, qui est indétectable. Et voilà, donc il en sait un peu plus et il le met un tout petit peu dans la confidence pour le peu qu'il sait, c'est-à-dire que oui, il y a certaines choses qui se tramaient et Jon Arryn sera commencer à poser des questions, se rapprocher d'une certaine vérité qu'on ne voulait pas qu'il sache. C'est pour ça qu'il a été tué. Il y aura une autre conversation juste après ça entre Lord Varys et Baelish que j'ai trouvé très intéressante. À nouveau, les conversations de personnages, je trouve que c'est super bien écrit, et c'est là aussi très, très bien écrit, puisque ça montre l'animosité entre les deux, en dépit du fait que, oui, Lord Varys et Baelish sont un peu confidents, c'est ces deux-là qui ont accueilli Catelyn dans l'épisode 3, mais il y a clairement une animosité entre eux, où ils se lancent des piques assez vaches, Lord Varys, donc, qui accuse Baelish de faire des choses
pas très nette dans son bordel, de céder aux demandes parfois un peu trop farfelues de certains de ses clients, comme la nécrophilie par exemple. Ça s'est dit, ça, ouais. Il y a certains clients qui seraient nécrophiles et ils succomberaient à leurs désirs en leur apportant ce qu'ils veulent. Et Baelish qui attaque Varys sur le fait qu'il est tonique, qu'il n'a pas de testicules. Hein, c'est assez franc, un niveau assez cru des fois, et ils s'accusent l'un l'autre. Ils se font des menaces l'un l'autre par rapport aux choses qu'ils auraient pu cacher et aux sales trucs et qu'ils ont un peu fomenté dans leur coin, chacun l'un l'autre. On sait avoir nos informations l'un sur l'autre pour prendre nos précautions, hein, pour pas se faire poignarder dans le dos. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cet échange-là. C'est pas mon échange préféré, il y a un échange que j'ai trouvé encore meilleur que ça, mais c'était un très bon échange. Et concernant la conspiration autour de la mort de Jon Arryn, on a Arya qui tombe un peu par hasard, c'est un peu de la chatte, sur une conversation assez louche entre deux personnes alors qu'elle chassait un chat dans les catacombes ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et elle se cache derrière un squelette de dragon et surprend la conversation entre deux personnes dans l'ombre. J'ai pas souvenir qu'on les ait déjà vus. Je sais pas trop, qui raconte un petit peu entre deux leur plan, comme quoi, oui, c'était prévu de tuer Jon Arryn, et maintenant il y a Eddard Stark qui fouille un petit peu trop, il faudrait peut-être tuer une deuxième main pour arriver à ça, et, afin de prévoir l'attaque qui aura lieu, et que fera Khal Drogo une fois que son enfant naîtra. Donc, ouais, en disant ça, c'est clair et net maintenant que le responsable, enfin, semble-t-il, hein, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, serait, Viserys. Voilà, c'est le frère de Daenerys. J'essaie de retenir son nom puisqu'on l'a dit dans cet épisode. J'ai vraiment pas souvenir une seule fois qu'on ait dit dans les épisodes précédents, mais là on le dit, c'est Viserys. Voilà, Viserys, donc ce serait lui qui serait derrière tout ça. Derrière ce complot, il prévoyait, je sais pas, d'affaiblir le royaume, de s'en prendre au roi au moment fatidique, au pire moment, afin que le royaume soit bien affaibli au moment où il arriverait. C'est pas impossible. Ça me paraît être ça, parce que je vois pas d'autres possibilités, mais sait-on jamais, il y aura peut-être d'autres... Il y a peut-être d'autres cas possibles, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui prévoit ça, quelqu'un qui essaye de tabler sur le fait que Viserys prenne le pouvoir. Nous verrons bien. Et en parlant de Viserys, on va un petit peu mettre ça en parenthèse, toute cette recherche sur le complot visant à empoisonner le roi, pour repartir sur l'avancée de l'armée de Daenerys, de son mari, et les 40 000 barbares. Il me semble que c'est le chiffre qu'il donne. C'est pas mal, c'est pas mal. 40 000 barbares qui s'approchent de plus en plus des contrées. Alors, il y avait déjà eu une conversation là-dessus dans l'épisode 2 autour de Eddard et de Robert qui voulait déjà s'en prendre à elle, mais Eddard l'a un petit peu dissuadée parce que c'est une jeune femme encore innocente, mais maintenant qu'ils ont appris qu'elle est enceinte, par Mormont. Mormont, si je me souviens bien, c'est l'ex-conseiller qui a été banni par Eddard. Et qui se montre assez proche de Daenerys et de Viserys, et donc apparemment c'est un espion à la solde du roi, qui envoie donc des messages à son conseil sur comment progressent les choses du côté de l'armée de Khal Drogo. Oh, ok. Waouh, il y a beaucoup de choses à assimiler dans cet épisode. J'aime beaucoup. Donc ouais, c'est un espion à la solde du roi en fin de compte, Mormont. Voilà, je retiens au fur et à mesure les noms, vous m'excuserez si c'est pas encore parfait, hein. Il y a énormément de monde. Et donc, ouais, le roi a un petit peu peur parce que maintenant, avec la venue d'un enfant, si c'est un garçon, ça donnera une raison vraiment exacerbée pour l'armée des barbares de venir attaquer les terres. Et tout son conseil est d'accord pour ça.
Sauf sa main, la main du roi Eddard, qui lui dit non, on ne peut pas tuer une jeune femme innocente et son enfant. Il a quand même certaines valeurs par rapport à ça, il n'oublie pas bêtement la loi en fin de compte. Je l'ai peut-être un petit peu mal interprété dans les 2 premiers épisodes, c'est pas impossible. Et ouais quoi, il refuse catégoriquement de faire ça, Eddard. Il dit oui, si tu veux faire ça, Robert, vas-y. Moi, ce sera sans moi. Et ben dans ce cas-là, barre-toi, tu n'es plus ma main. Et donc ouais, il démissionne. Vas-y, je rends mon insigne de main du roi et je me barre. Donc ça met un petit peu une halte à son enquête. Et c'est pour ça que je me dis que s'arranger tout ça. À un moment donné, on trouvera une excuse pour qu'il reste à Port-Réal. Parce que je vois pas pourquoi il partirait alors que l'enquête a commencé vraiment à progresser, aller quelque part. Je pense que oui, ça ira un petit peu plus loin que ça. Et donc, il y aura un truc, il y aura une pirouette par la suite qui fera en sorte qu'il reste dans le coin. Pas forcément en tant que main du roi, même si je pense que oui, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il redevienne main du roi. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc, il faudra rester là. Mais pour l'instant, avant de partir, il met ses 2 filles sous surveillance, sous protection, et il décide de terminer un petit peu sa suite d'enquête, parce qu'il y a Baelish qui lui indique quelqu'un à qui il voulait parler concernant ce sur quoi il a enquêté. Et ce sur quoi il enquête, apparemment, ça a de forts liens avec les bâtards du roi Robert. Alors là, c'est très particulier. Je ne sais pas exactement quel lien ça a pour l'instant. C'est un mystère par rapport à ça. Et quel est le lien avec le fait que le roi a laissé pas mal de bâtards puisqu'il a couché avec énormément de femmes et le complot contre lui en fait compte. J'avoue que j'ai un peu de mal à saisir ça. Mais ouais, je suis sûr que ça a un lien, puisque on met en avant le fait qu'il y a un lien, hein, dans la conversation que Arya a surprise, il y a un lien avec ça. Et au passage, Arya a rapporté cette conversation à son père, elle n'a pas bêtement gardé pour elle. Hein. Elle est un peu intelligente par rapport à ça, c'est quand même un peu cool à ce niveau-là. Donc, ouais. Avant de partir, donc, il fait cette enquête-là. Seulement, après cette enquête, il va être accueilli par Jaime, qui vient le voir parce que son frère a été capturé par sa femme. Et ça lui plaît pas, hein. Et c'est un truc. Alors, je pense toujours que c'est lui qui a instigé pas mal de choses. Je pense toujours que c'est lui qui a instigé la 2e tentative d'assassinat sur Bran. Même si, ouais, ça reste... maintenant qu'on met ça sur le tapis, maintenant qu'on le fait réagir comme ça, je commence à avoir quelques petits doutes quand même, mais ouais, c'est très évident, mais à nouveau, je pense pas que ça veuille faire un mystère autour de ça. Il y a un mystère clair et évident autour de la mort de Jon Arryn, mais la tentative d'assassinat de Bran, ça me paraît un peu évident que c'est lui. Par contre, ouais, il réagit très mal en sachant que son frère est capturé parce que, semble-t-il, il a quand même des liens avec lui. Ou alors, est-ce que c'est par obligation familiale qu'il le fait? Ouais, parce que oui, il y a un petit moment dont j'ai pas parlé autour de Bran qui étudie un petit peu les devises des différentes contrées, des différents royaumes du pays. Et la devise des Lannister, c'est qu'ils font passer la famille avant tout. Et ouais, donc ça colle un petit peu avec cette devise-là qui est mise en avant, le fait qu'ils tiennent absolument à réagir par rapport au fait que son frère a été enlevé par Catelyn. Et donc, ouais, ce qu'il fait, c'est qu'il tue tous les hommes qui l'accompagnent, Eddard, dont celui qui suivait depuis l'épisode 2, donc un type qu'on avait appris à connaître un petit peu, qui avait un peu de personnalité, qui transparaissait un peu. Il se fait tuer, celui-là, première victime. Heureusement que je ne me suis pas fait chier à retenir son nom, celui-là. Non, c'est méchant pour lui, mais ouais, c'était quand même un personnage un peu sympathique du peu qu'on le voyait, quoi. Il affichait un peu de personnalité, il était un peu mis en avant, et ouais, sa mort a un petit poids. Et ouais, Eddard est blessé, et Jaime le laisse tout seul avec tous ses cadavres, en disant, ok,
Maintenant, tu me rends mon frère, sinon ça va mal se passer. C'est sur ça que se termine l'épisode. Hein, une belle menace bien directe, comme il faut. Et oui, là, on sent que la rivalité entre les Stark et les Lannister est bien partie. Bon, sachant que je n'ai pas parlé, mais il y a quand même un petit truc qui se passe en parallèle autour de Tyrion et de Catelyn. Hein, c'est pas laissé au hasard, ça. Où Catelyn décide de voyager jusqu'à là où se terre sa sœur, donc l'ex-femme de Tyrion avant qu'il ne meure. Hein. Et une fois de plus, j'adore Tyrion dans cette série, vu qu'il a les réactions les plus logiques et assez plaisantes à regarder quand on l'accuse de certaines choses. Par exemple, quand Catelyn l'accuse d'avoir fomenté l'assassinat de son fils, il dit « Mais quel idiot confierait son arme à l'assassin qu'il envoie !» Et quand plus tard la sœur de Catelyn, Lysa, l'accuse d'avoir tué Jon Arryn, il répond « Eh ben dis donc, j'ai été occupé moi !» Et là, cette façon très cynique de prendre les choses que j'adore. Enfin bref, en cours de chemin, ils se font attaquer par des bandits quelconques. Et ouais, une grande partie des hommes qui accompagnaient Catelyn se fait tuer. Mais heureusement, elle a la présence d'esprit de libérer Tyrion afin qu'il puisse se défendre. Et grâce à ça, il montre un petit peu sa reconnaissance en la protégeant d'un bandit qui allait s'attaquer à elle. Et apparemment, c'est la première personne qu'il tue. Il n'a jamais tué personne avant et en se défendant avec un bouclier, il défonce quelqu'un à mort avec et c'est le premier meurtre qu'il a jamais fait dans une bataille. Donc c'est intéressant puisque ça fait écho à ce qui a été dit il y a 2 épisodes de ça sur les premières personnes qu'on a tuées. C'est ce truc qui vous reste en tête jusqu'à la fin de votre vie. Donc grâce à ça il se fait un tout petit peu mieux voir, donc on le laisse sans ses liens et il les suit quand même parce que bon tout seul il ira pas très loin à cheval sans rien en plus pour ça, et ils arrivent auprès de Lysa qui a pété un câble, j'ai l'impression. Ouais, non, je pense qu'elle est devenue un petit peu ma boule. Peut-être qu'elle a bu une partie de ses larmes de lys et ça l'a rendu un petit peu taré, mais ça, sans l'avoir tué. Parce que ouais, elle est du genre, ouais, mon fils sera la prochaine grandeur de ce monde. Et donc, elle continue à le téter alors qu'il va avoir genre 8 ans, 9 ans, quoi. Quelque chose comme ça. C'est, ouais, elle a légèrement perdu un boulot, celle-là, hein. Ouais, donc je pense que ça jouera un rôle et à cause de ça, à cause du fait qu'elle a pété un câble, elle est pas contente que sa sœur ait amené un Lannister ici parce que les Lannister sont un petit peu dangereux, mais se dit quand même merde, si c'est lui le responsable forcément de la mort de mon mari parce que je réfléchis pas plus que ça. Honnêtement, ça c'est le détail que je trouve un peu discutable dans cet épisode, c'est la logique de Catelyn en fait. Parce que Catelyn se dit qu'elle va amener Tyrion à sa sœur pour qu'elle puisse un petit peu le reconnaître. Mais comment elle pourrait le reconnaître en fait, puisque si son mari a été empoisonné, ça aurait pas dû laisser une trace précise, elle devrait pas savoir exactement qui l'a fait quoi. Elle a pas vu un type faire « Tenez votre verre d'eau, Lord Erin !» C'est du poison, buvez. Non, elle a pas vu ça, donc... Donc elle peut pas être sûre. Une fois de plus, elle a encore ce côté très impétueux, très impulsif. Je veux absolument punir quelqu'un sur le coup, même si ça semble se calmer après qu'il lui a sauvé la vie, Tyrion. Mais ouais, c'était pas super réfléchi quand on y pense. Après, ça colle un petit peu avec son état d'esprit du moment, donc c'est pas gravissime. Mais voilà, ça se termine avec Tyrion qui se fait enfermer dans une cellule à ciel ouvert. Non mais vraiment, il y a la cellule elle est là, et puis il n'y a pas de 4e mur, hein. Il y a juste le vide. Et des briques qui sont très difficiles à grimper à la main, donc je pense que ouais, c'est une façon particulière d'enfermer quelqu'un. Hein. Ah c'est vache, c'est plutôt cruel parce que là on n'a rien pour se protéger du froid. Hein. Donc ouais, ça se termine là, et ouais c'est vraiment le conflit entre les Lannister et les Stark qui est vraiment qui est vraiment lancé ce coup-ci.
et ouais, qui promet quelques moments assez tendus entre eux. Même si, à nouveau, je pense que Tyrion aura une certaine sagesse d'esprit de comprendre certaines choses et de pas être aussi vindicatif que d'autres. Par la suite, mais ouais, sur le coup, il y a beaucoup de choses qui sont mises en suspens et qui laissent vraiment, et qui vous donnent vraiment envie de voir la suite. Et ouais, c'est un épisode très bien foutu. Mieux que les trois précédents, je trouve, parce que ça s'enchaînait de façon plus fluide, plus rapide, c'était plus prenant, plus palpitant. Les événements étaient vraiment liés les uns aux autres et il y avait quelque chose de vraiment très prenant là-dedans. Et ouais, c'était un petit cran au-dessus des épisodes précédents, un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'en ai pas parlé, mais il y a une scène de dialogue que j'ai trouvé vraiment superbement bien faite là-dedans, autour du roi, Robert, et de la reine. À nouveau, je me souviens plus de son nom. La sœur Lannister, et excusez-moi, il y a tellement de noms, tellement de noms. Où ça dure genre 5-6 bonnes minutes et où on met bien en avant les craintes du roi par rapport à ce que pourront apporter les barbares qui viennent, surtout si ils ont la promesse d'un héritier avec eux. Et ça explique un petit peu pourquoi, pour lui, la fin justifie les moyens. Si on ne va pas assassiner Daenerys pour endiguer ça et, je sais pas, permettre peut-être d'empêcher le conflit, et ben ça va être un massacre et on pourra pas les affronter de front. Et si on les affronte pas de front, ça leur permettra de piller énormément de villages et de faire en sorte que la population s'en sorte pas très bien et aussi ait une piètre opinion de son roi. Ah, il pense un petit peu à son image aussi, hein. C'est un petit peu important ça pour lui. Et il y a la reine qui essaye vraiment de comprendre un peu où il veut en venir, qui essaye un petit peu de participer à sa réflexion, et on montre un petit peu la rancune de leur mariage, le fait que il y a une espèce de compréhension qui s'est créée entre eux, parce que bon, ils ont été ensemble pendant 17 ans, je sais pas, un truc comme ça, peut-être un petit peu moins, il y a 17 ans. 17 ans, c'est lorsque son amoureuse de l'époque, la sœur d'Eddard, est morte. Donc ouais, c'est peut-être un peu moins longtemps que ça. Voilà, on montre qu'il y a une certaine compréhension en dépit du fait qu'il n'y a aucun amour entre eux. Vraiment, ils le reconnaissent bien. Et c'était un moment très naturel qui montre bien la relation entre ces deux-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Très, très fort moment. C'était très bon ça. Voilà, enfin, c'est l'épisode le mieux réussi en termes de rythme, de ton, de dialogue depuis l'épisode 1 pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On verra ce qui se passe par la suite. Je suis assez impatient de voir comment ça va se poursuivre ces conflits-là. À bientôt pour l'épisode 6. Au revoir.